Donc on accueille maintenant pour terminer François Omril. Vous pouvez l'applaudir. Tu peux enlever le masque. Merci. Merci. Désolé pour le retard, mais les sujets étaient passionnants. Donc l'objectif, c'est de nous faire part de ta vision, du positionnement politique de la CFE-CGC sur les grands sujets sociaux auxquels on fait face aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Guillaume par ton invitation de m'avoir donné l'occasion d'intervenir devant la plus grosse section de la CFE-CGC. Et ça, je pense que ça peut s'applaudir. Alors évidemment, j'ai la pression parce qu'à 20 h, quelqu'un d'autre après moi va parler. Et j'imagine que certains d'entre vous qui nous regardez à travers les réseaux, vous allez peut-être changer de chaîne. Donc je vais dans un court moment concentrer, intervenir pour la CFE-CGC, pour la Confédération, mais vous dire d'abord que vous parlez de quelque chose qui vous concerne de très près. D'abord, premièrement, quand je parle de la plus grosse section de l'organisation, c'est pas rien, effectivement, et ça a un lien très précis avec ce que moi-même, au nom de la Confédération, je suis amené à défendre, à représenter vis-à-vis de mes interlocuteurs. Parce que vous savez, aussi pertinent soit le propos, les idées qu'on défend, les valeurs qu'on défend, l'interlocuteur qu'on a en face, si vous ne pesez pas, il ne vous écoute pas. Donc par contre, si vous pesez, si vous êtes représentatif, et je sais que l'organisation dans la métallurgie est la deuxième organisation, la CFE-CGC dans toute la branche, et dans la filière aéronautique, vous êtes la première organisation syndicale représentative dans la filière aéro, et ça, croyez-moi, ça pèse. Quand vous avez en face de vous un interlocuteur, quel qu'il soit, ça peut être un ministre, ça peut être le Premier ministre, pourquoi pas le Président de la République ou des membres de son cabinet, eh bien, quand ils vous regardent, quand ils ont à juger de la qualité de vos propos, ils pèsent en permanence ce que vous représentez dans les entreprises. Et donc ça, c'est absolument fondamental. Il y a un lien très très fort entre ce que nous sommes dans les entreprises, ce que vous êtes dans les entreprises, et ce que, au niveau des fédérations et de la confédération, on est amené à défendre pour l'entreprise. Et je vais commencer par... j'ai eu une chance extraordinaire aujourd'hui. J'avais du temps, malheureusement Gabriel avait beaucoup moins de temps parce que lui il avait du travail, donc il n'a pas pu m'accompagner partout, mais moi j'avais beaucoup de temps et j'en ai beaucoup profité. Non, je blague bien sûr, Gabriel a aussi déjà visité vos ateliers. Il y a quelque chose qui est absolument fascinant quand on visite les ateliers de construction d'un avion, c'est qu'on touche du doigt ce que c'est que cette accumulation de compétences et de responsabilités qui amène à un objet technologique de très très haut niveau. Et ce n'est pas qu'une image. C'est-à-dire que derrière un avion en cours de construction qui va sortir sur le tarmac, qui va être essayé, qui va voler demain, il y a des milliers de personnes de tout niveau de compétences qui ont mis à disposition leur responsabilité, leur expérience et qui, à un endroit dans le processus de fabrication, parfois c'est tout simplement en mettant un rivet, mais souvent c'est en construisant des plans, en faisant des calculs de structure, ils ont engagé leur responsabilité, toutes leurs compétences pour contribuer à fabriquer, c'est marrant parce que j'ai souvent entendu au cours de la visite aujourd'hui ce nom-là, à fabriquer ce beau produit. Je trouve ça, finalement, on y pense assez peu, mais finalement, un avion, c'est le produit de milliers d'intelligences conjuguées et aussi beaucoup de responsabilités, d'expérience, de prise de risque totalement consentie, mais parfaitement calculée, qui nous amène aujourd'hui à construire ces choses absolument fascinantes. Certains, avant moi, avaient qualifié l'industrie d'endroit dans lequel il y a une certaine forme de magie. Mais oui, bien sûr, je ne reprendrai pas tout à fait les mêmes comparaisons, mais il y a quelque chose de magique à regarder comment la contribution de milliers de personnes amène à ce produit, cet instrument. Et je fais le lien tout de suite avec des débats que j'avais eus à l'occasion de la retraite, j'y reviendrai tout à l'heure, avec le Premier ministre Édouard Philippe, quand devant nous, il venait nous présenter sa réforme de la retraite et que nous avons contestée, contre laquelle nous avons manifesté, et il nous disait, mais je ne comprends pas quelle est la nature même de votre opposition. Je lui dis, écoutez, c'est très très simple.
Moi, vous savez, je représente une organisation syndicale qui fait que demain, quand vous allez prendre un avion, vous allez monter dedans avec confiance. Vous n'allez pas demander au pilote sa checklist. Vous n'allez pas demander la communication du registre d'examen de tout le montage des pièces depuis 5 ans que cet appareil est rentré en conception. Vous allez rentrer dans cet appareil en toute confiance parce que vous savez qu'il y a des milliers de gens justement qui ont pris leurs responsabilités pour pouvoir faire que cet appareil vole en toute sécurité. Eh bien, pourquoi est-ce que ce réflexe que vous avez, et qui est naturel et que je comprends et que je partage, quand vous rentrez dans un avion, vous ne l'avez pas quand il s'agit de juger de la qualité d'un dispositif social dans lequel nous sommes les opérateurs? Or, en fait, nous sommes les mêmes. Celui qui, dans son atelier, devant sa planche à dessin, devant son fichier de calcul, travaillant sur son reporting, quel que soit son métier, va prendre ses responsabilités professionnelles pour dire voilà comment les choses fonctionnent, voilà comment il faut que ça marche pour qu'on puisse rentrer dedans en toute sécurité. Pourquoi vous ne lui faites pas confiance quand il s'agit de juger et d'engager cette même personnalité, cette même sens de responsabilité, s'agissant des dispositifs sociaux? Ça n'a pas de sens. Donc on serait intelligent d'un côté et on ne le serait pas de l'autre. Eh bien, je suis désolé, ça ne fonctionne pas, votre système. Et quand vous venez vers nous avec un système de réforme des retraites dont nous, on vous dit qu'il ne va pas voler, c'est un avion sans ailes. Donc vous pouvez effectivement le pousser à toute berzingue au bout de la piste. De toute façon, il ne décollera jamais. Eh bien, on pose un problème. Et moi, j'aime bien poser des problèmes aux gens qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils veulent mettre sur la table en termes de débat. Parce que, et c'est, je crois, une des grandes caractéristiques de notre organisation, la CFE-CGC, c'est une organisation qui s'est construite à travers le temps sur un principe simple, c'est cette indépendance avec toutes les idéologies. Vous savez, la CFE-CGC, c'est une organisation qui n'est pas issue d'une scission ou qui n'en a pas créé. C'est la seule. Quand vous regardez dans le panel, l'organisation existe depuis 1944 sur un seul et même principe. Représenter et défendre les intérêts de personnes qui, dans l'entreprise, s'engagent, prennent leurs responsabilités, veulent finalement progresser pour eux-mêmes, mais évidemment, d'une certaine façon, en s'engageant un petit peu plus, mais considèrent qu'ils méritent d'en avoir la reconnaissance. C'est ce qu'on a appelé, à une certaine époque, l'ascenseur social. Ce terme, aujourd'hui, peut-être est un petit peu suranné, peu importe. Il nous dit bien quelque chose. C'est que quand on a la volonté d'avancer pour soi-même, on rentre dans l'ascenseur, mais on actionne soi-même la manivelle. Et quand des centaines, des milliers de personnes actionnent ensemble la manivelle, c'est ça qui crée le progrès. Il n'y a pas de progrès collectif pour l'ensemble, pour la société tout entière, s'il n'y a pas une volonté individuelle d'avancer pour soi. Ben voilà la vérité. C'est sur cette vérité-là que la CFE-CGC s'est constituée, pour défendre justement, et c'est pour ça que nous revendiquons comme étant identitaire pour la CFE-CGC le fait de représenter les membres de l'encadrement. Eh bien, il n'y a pas de société organisée, correctement organisée, une société de solidarité sans personnes qui s'engagent pour eux-mêmes et dont l'engagement, dont la volonté de progresser, va faire progresser le groupe tout entier. Vous savez, j'ai le souvenir, dans une publication sur la formation professionnelle à la Confédération, il y a une dizaine d'années à peu près, sur la formation professionnelle, il y avait cette première phrase qui disait « Il y a un lien ininterrompu entre la cathédrale de Chartres et l'Airbus A380 ». Ça paraît bizarre, mais en fait, tout simplement, c'est la formation professionnelle, c'est la volonté d'excellence, c'est la volonté de transmission des savoirs et des compétences, et c'est la volonté toujours de rechercher l'excellence, la progression. C'est ce qui, peut-être, au moins à une certaine époque, un peu caractérisé aussi l'esprit français. Si la France a été pendant longtemps la 5e puissance économique du monde, si la France est quand même le seul pays au monde, avec les 3 premières puissances, à fabriquer des avions, des satellites, à les mettre sur orbite, des lanceurs, des sous-marins, les objets les plus complexes en termes de technologie, ça n'est pas rien si la France a choisi de s'engager en termes énergétiques avec le succès qu'on connaît d'une certaine façon, même si aujourd'hui il y a un débat politique sur le sujet, sur la question du nucléaire. C'est parce qu'il y a cette culture de l'excellence en France, et justement cette culture de l'excellence, elle caractérise d'une certaine façon l'engagement d'une population, les membres de l'encadrement, qui prennent leurs responsabilités, et grâce à cet engagement-là, ils font progresser l'ensemble. Alors comme mon temps est compté, désormais, j'ai quand même pris quelques notes pour ne pas trop déraper. Donc, ce qui caractérise l'organisation, son originalité, c'est de défendre comme un principe essentiel, comme une valeur,
le fait de représenter les gens qui personnellement s'engagent et grâce à cet engagement-là, font progresser le groupe. Et tout ça, ça nous donne des responsabilités particulières. Aujourd'hui, vous savez, notre organisation est celle qui progresse le plus depuis une dizaine d'années. Alors je vais vous raconter une petite histoire qui est vraie. Il y a 3 semaines, j'ai un journaliste dans mon bureau, un journaliste de Challenge. Je ne sais pas si vous connaissez ce journal. Moi, je ne le lis pas trop, mais c'est un journal qui fait un peu autorité dans le domaine économique. Et ce journaliste vient me voir, il vient m'interviewer, il fait un article, devinez sur quoi? Il fait un article sur la CFE-CGC, le syndicat qui progresse le plus. Pourquoi? Ben, je dis, ça, c'est bien, ça. Si j'avais su, j'aurais pu lui dire, venez avec moi à Toulouse, vous allez comprendre. L'organisation, elle progresse le plus parce qu'évidemment, on pourrait considérer que nous avons les meilleurs militants. Moi, je crois aussi que c'est aussi beaucoup parce que le message que porte notre organisation, qui est un message de vérité, qui est un message ancré sur la réalité des situations professionnelles que chacun vit, sur finalement la volonté toujours d'argumenter les choses, de les comprendre. Voilà, c'est ça la clé de tout. Il faut comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'on a compris, proposer des solutions, des pistes, ce que chacun fait dans son quotidien professionnel. Tout le monde ici, vous tous, là, je vous vois, vous savez ce que c'est que rentrer chez soi avec un problème, marqué sur son calepin. Personne, quand on revient le lendemain matin, n'a effacé le mot problème. Il reste, il faut le régler, ce qui au passage peut créer parfois effectivement des problématiques de stress, de contraintes de l'esprit et tout ça sur lesquelles nous avons matière à intervenir. Mais il ne reste que, ce sont les situations concrètes, objectivées, qui se posent à nous, sur lesquelles nous souhaitons intervenir au niveau syndical. Et donc ça se caractérise aussi dans nos positions. Quand nous intervenons sur la retraite, je vais y revenir en 2 mots, actuellement, par exemple, le débat, sans revenir sur la question systémique, le débat, vous savez, rentrons en campagne électorale, donc la boîte à idées est ouverte en plein et il s'en échappe beaucoup, dont on peut dire que certaines sont quand même un peu exotiques. Et le gros argument sur la retraite aujourd'hui, c'est de dire il faut faire la réforme. Alors moi, j'adore ce slogan, parce que c'est le slogan le plus bidon qui puisse exister. C'est la réforme pour la réforme. Et nous, à la CFE-CGC, on vient dire, ah non mais attendez, quelle réforme? Pourquoi? Pourquoi faire? Quel est le problème? Il n'y a pas d'intervention dans un dispositif social à faire, à réfléchir, s'il n'y a pas un problème identifié. Quel est le problème? Alors, on nous disait pendant longtemps, et c'était vrai, oui, mais vous comprenez, l'espérance de vie augmente, donc la problématique de l'équilibre des financements versus les dépenses se pose. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle, pendant des années, depuis 1993, on a dû réformer en 5 réformes, je dois dire assez substantielles, notre régime pour faire face finalement à 2 injonctions. La vague démographique, vous savez qu'une vague démographique, c'est 80 ans. Et oui, c'est l'espérance de vie moyenne. Donc à partir du moment où quelqu'un est né, il rentre dans la vague démographique, il n'en sortira qu'au moment statistiquement moyen de sa mort. Et donc le fameux baby boom des années 50 crée un baby boom qui crée un déséquilibre au niveau démographique. Tout le monde sait ça. Et ça, c'est de l'ordre 1 sur l'équilibre d'un régime de retraite dans les retraites par répartition. Or, les 5 réformes qui ont été faites, dont la première et la plus structurante consiste à passer de 37 années et demie de cotisation à 40, puis après à 42, et il y a une autre sur la valorisation des années. À une époque, c'était les 10 meilleures années, maintenant c'est les 25 meilleures années, etc. Toutes ces réformes-là, ce sont des réformes de structure qui, à l'intérieur du principe de retraite par répartition, ont permis de remettre en équilibre. Mais elles ont eu un coût. Elles ont eu un coût pour les retraités et aussi pour les salariés en activité, mais qui en vérité sont les mêmes, parce que tout salarié en activité, un jour, sera un retraité. Et donc, il y a eu une adaptation, un équilibre du dispositif qui nous amène jusqu'à aujourd'hui où il n'y a pas de problème de retraite. Il faut le dire, il n'y a pas de problème des retraites. Il y a plus de 140 milliards de réserves dans les régimes complémentaires et le déficit, parce que c'est vrai qu'il y a un déficit dans le régime général, celui de la CNAV, il est 10 fois inférieur à celui qu'il y a sur la sécurité sociale, sur la branche maladie.
et il est prévu que dans les années à venir, il sera assez rapidement compensé. Et donc l'argument qui est de dire il y a un problème au niveau des équilibres financiers est un argument qui est faux. Alors évidemment, ça ne plaît pas quand on vient devant un ministre ou dans un cabinet ou sur un plateau devant des intervenants qui disent oui mais il y a un problème. On dit mais non, il n'y a pas de problème. Nous, on a regardé les chiffres, il n'y a pas de problème. Un autre exemple, l'espérance de vie. On ressort toujours ce vieil argument de l'espérance de vie qui augmente. Or, je vous invite à regarder par un seul clic sur Internet, ça vous prendra exactement 20 secondes. Vous tapez espérance de vie, un truc de dingue, sur la barre de recherche Google. Vous cliquez et il vous arrivera directement un tableau de chiffres où il y a 4 colonnes. C'est l'espérance de vie en France depuis 2012, je crois. Ce sont les chiffres officiels de l'Institut national des études démographiques. J'en vois ici qui sont en train de le faire. Mon truc est bien au point. Et vous constaterez dessus que l'espérance de vie en France n'augmente plus depuis 2014. Voilà. Et demain, je vous fais le pronostic, demain, après-demain, dans 3 mois, dans 6 mois, qui passera encore des gens qui, à la télé, ou qui feront des éditoriaux dans la presse, et qui vous disent, oui, mais parce que l'espérance de vie augmente, il faut forcément faire une réforme des retraites. Ben non, c'est faux. Parce que depuis 2014, l'espérance de vie n'augmente plus. Au passage, il n'est pas inintéressant de se poser la question de savoir pourquoi l'espérance de vie n'augmente plus. Peut-être que, effectivement, à force de partir toujours plus tard en retraite, ça a un impact aussi sur la bonne santé qu'on a au moment où on est élu à ce nouveau statut d'être retraité. Peut-être, je ne le sais pas. Moi, je ne fais pas, comme certains, l'assimilation entre la corrélation et la causalité. Un jour, peut-être, des études médicales, c'est peut-être ce qu'elles nous apprendront. Mais aujourd'hui, il y a quand même un peu une corrélation. C'est que aujourd'hui, le temps qu'on passe en retraite est bloqué. Et il est bloqué depuis plusieurs années. Donc tout à l'heure, Ludovic, tu disais, je ne suis pas pour la décroissance. Moi non plus, je ne suis pas pour la décroissance. Mais je suis obligé de constater que si on prend par exemple cet indicateur, qui me paraît être un assez bon indicateur de progrès, finalement, s'il fallait caractériser une société en disant est-ce que cette société est une société de progrès ou pas? Moi, je propose de regarder, d'examiner en tout cas la pertinence de cet indicateur qui est le temps que l'on passe en bonne santé en retraite. Et de constater que dans un pays comme la France, on est passé de 8 ans dans les années 50, c'est le temps qu'on passait en retraite, en bonne santé, 8 ans dans les années 50, jusqu'à 20 ans au début des années 2010. Et que depuis ce moment, ça n'augmente plus, mais que ça commence un peu à baisser. Donc, d'une certaine façon, cet indicateur-là, pourquoi pas, eh bien, est en train de régresser. Mais qui a décidé qu'il fallait bloquer les choses? Qui a décidé qu'à un moment donné, c'est assez? 20 ans à la retraite, ça suffit. Il ne faut pas aller plus haut. Le progrès doit s'arrêter. Qui l'a décidé? Qui va assumer ce propos-là quand il vient devant nous en disant « il faut faire des réformes, il faut faire des sacrifices ». Eh bien non, moi je dis ça ne marche pas votre système. Il y a forcément des raisons et des causes aux choses. Et donc s'il doit y avoir des problématiques de financement s'agissant des retraites, il se trouve qu'aujourd'hui il n'y en a pas. C'est une pure invention. Mais s'il doit y en avoir, il faut s'interroger de savoir quelles sont les manifestations de premier ordre par rapport à cette problématique d'équilibre. Je pourrais proposer par exemple la baisse de la part de la masse salariale dans le produit intérieur brut. Tiens, voilà un indicateur qu'il faudra regarder peut-être un peu plus près. Et voilà qu'on touche tout d'un coup la question des salaires et de l'augmentation des salaires. Ça aussi, c'est un assez bon indicateur de progrès, c'est-à-dire le maintien du revenu et du niveau de salaire, donc dit autrement, c'est le mot à la mode du pouvoir d'achat, par rapport au progrès que chacun est appelé à contribuer, à constituer à travers son propre investissement. Et là aussi, nous avons une problématique propre à la société, parce qu'il faut avoir en tête que si notre société, en France en particulier, est une société très solidaire. Dans le système de retraite, quand vous payez 100 de cotisation, vous n'achetez en vérité que 70 de droits à la retraite. 30 vont à la solidarité. Alors c'est de la solidarité familiale, c'est de la solidarité intercatégorielle, ce sont tous des éléments assez complexes de la solidarité. Mais après tout, c'est très bien. Et moi, je trouve que ça donne de notre société une image plutôt forte. Mais il y a une solidarité intercatégorielle aussi très très forte à travers l'assurance chômage. Dans l'assurance chômage, 35 milliards de budget, de ressources par exemple. Eh bien, dans l'assurance chômage, 42% des cotisations sont assises sur des contributions sur les salaires des cadres. Ici, je ne parle que des cadres, parce que dans les statistiques de l'UNEDIC, c'est ce qui est identifié. Bien sûr,
en général toujours au nom de tout l'encadrement, mais ici parce que le chiffre là s'affecte, parce que c'est facile de l'identifier au niveau des cadres. 42% des ressources de l'assurance chômage, c'est à partir des contributions sur les salaires des cadres. 17% des dépenses vont au même public. Vous faites la différence, eh bien la différence, c'est de la solidarité intercatégorielle. Dit autrement, c'est parce qu'il y a dans le dispositif de l'assurance chômage des gens qui ont effectivement une rémunération et aussi, c'est vrai, une capacité à réintégrer le marché du travail qui est plus forte, mais c'est grâce à la solidarité de l'ensemble qu'on peut verser des allocations à des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Et c'est pour ça que dans la réforme de l'assurance chômage, quand il y a 1 an et demi déjà, on vient vers nous en disant on va appliquer un principe de dégressivité à l'assurance chômage pour ceux qui ont une allocation la plus élevée. En gros, un salaire de référence qui est de 2,3 fois le plafond de la sécurité sociale. Dit autrement, les cadres, on va dire, du niveau chef de service, direction, petite direction, permettez-moi ce petit terme. Eh bien voilà des gens dont on nous dit, eh bien regardez, une fois de plus, causalité, corrélation. On dit, mais voilà des gens qui restent au chômage plus longtemps que les autres, 400 jours. Ben, je dis, vous devriez les plaindre. Les encadrer un peu plus. Vous savez ce que c'est que de se retrouver au chômage à 50 ans, quand on a été directeur informatique dans une petite boîte, quand on était directeur commercial dans une autre boîte, et qu'à 50 ans, on n'est pas mobile, parce que peut-être on a de la garde alternée, parce que peut-être on a des emprunts sur une maison. Vous savez ce que c'est que de se retrouver au chômage dans ces conditions-là, de chercher du travail de 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir, de faire des entretiens en permanence, d'être dans les 3 derniers, dans les 2 derniers, et au final dire bah, finalement c'est pas vous. Vous savez ce que c'est tout ça? Et vous allez dire à ces gens, parce que je vais vous baisser vos allocations à partir du 3e mois de chômage, sachant que à partir du 3e mois, après avoir été indemnisé, sachant que les 5 premiers, on ne reçoit aucune allocation, sachant qu'on a droit absolument à aucune formation, sachant qu'on a été ceux qui ont le plus contribué à la solidarité intercatégorielle, on vous dit, ben, on va vous baisser vos allocations, ça va vous mettre un peu la pression pour rechercher du travail. Mais c'est un scandale absolu. Un point sur lequel je peux vous dire, j'ai encore de la salive aujourd'hui pour me lever contre ça, parce que c'est la mesure la plus populiste sur laquelle le gouvernement actuel s'est accroché, tout simplement pour donner des gages, en disant bah, d'un côté, on va taper sur les précaires, ce qui au passage est une mesure totalement injuste et d'une glorieuse inefficacité, mais pour donner le change à l'ensemble de la population, on va aussi taper sur les mieux indemnisés, qui sont les piliers du système. Donc tout ça est scandaleux et ce sont des points sur lesquels, nom de la CFE-CGC, j'ai été amené beaucoup à intervenir, mais pas tout seul bien sûr, avec toute l'équipe. Et croyez-moi que, même si ça n'a au final pas fait changer la détermination du gouvernement sur ce sujet-là, sur le sujet précis de l'assurance chômage, c'est quelque chose qui pèse dans le concert. Et ça ne pèse que parce que notre organisation est en croissance, que parce que notre organisation existe aussi, est vivante, est active dans les sections syndicales, dans les entreprises. C'est cette cohérence globale qui fait la force et le poids de notre organisation. J'aurais eu beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'il ne faut pas faire trop long. Je ne sais pas, j'ai encore 2 minutes ou bien ah bon. Parce qu'après on s'énerve. Si vous voulez, nous avons... Je cherche toujours à caractériser à travers quelques mots ce qui, je crois, fait l'originalité et le caractère indispensable de notre organisation. Nous avons fait 2 programmes, il y en a eu d'autres, mais qu'on a identifiés avec un slogan, avec un titre à la Confédération depuis quelques années. Le premier, on l'a appelé le programme Ivoire clair. Moi, j'aime beaucoup ce terme. Je pense que ça caractérise beaucoup notre organisation, Ivoire clair. Quelqu'un qui aujourd'hui fait un calcul de structure pour affronter les vents violents à 10 000 pieds, il n'a pas peur de regarder ce que c'est que les problématiques économiques d'équilibre dans un régime social, quelle qu'en soit la complexité. Moi, je vous l'affirme ici, c'est super simple. Et donc, on a en face de nous, à tous les niveaux, des gens qui nous disent toujours « Non, mais attendez, c'est un peu compliqué, c'est technique, laissez-nous faire. » Non. Non. Il n'y a aucun problème, aussi technique soit-il, aussi complexe soit-il, qui puisse nous faire peur.
C'est pas vrai. Et croyez-moi, des interlocuteurs de haut niveau, moi j'en fréquente, et je peux vous dire que entre vous et eux, ceux qui devraient avoir peur au moment d'affronter des situations complexes, c'est eux. Parce que sur beaucoup de sujets, ils n'ont vraiment pas le niveau. Et donc, c'est bien ça la question. Et cette question-là, elle est centrale. De quoi on parle? J'y reviens toujours. Quel est le problème? Quel est le problème qui est devant nous? Donc des problèmes d'équilibre, des problèmes de solidarité, des problèmes de croissance, des problèmes d'accès aux ressources, des problèmes aujourd'hui qui sont pas minces. Je vais pas revenir sur le télétravail parce que je trouve que Françoise a très très bien abordé toutes les problématiques qui sont liées au télétravail. Hein. Vous savez, quand il s'agit de négocier un accord et de représenter des gens qui sont sur la courbe de Gauss, avec d'un côté des gens qui vous disent « mais nous, on ne veut pas en faire du tout parce que le télétravail, ça nous stresse », et de l'autre côté, des gens qui disent « moi, je ne veux faire que ça ». Et au milieu, des gens qui disent « bah oui, un peu, peut-être quand même, et pourquoi pas, c'est pas si simple ». Là, pour le coup, ça donne une petite idée de ce que c'est que l'enjeu d'un mandat syndical. Quand il s'agit de représenter toutes ces personnes dans leur diversité, on dit aujourd'hui, c'est le mot à la mode, dans la granularité de leurs intentions et de leurs désirs, et qu'il faut construire un accord avec la direction dans laquelle finalement tout le monde pourra se retrouver, c'est vraiment une affaire complexe. Et c'est une affaire dans laquelle, s'il n'y a pas une organisation syndicale responsable et constructive, en général, on va au carton. Il n'est pas, comment dire, négligeable aussi de remarquer que sur des sujets un peu complexes comme ça, parfois les directions sont bien contentes qu'on soit dans la négociation, parfois elles le sont un peu moins, mais c'est comme ça. On ne peut pas choisir, il faut tout prendre. La CFE-CGC, il faut tout prendre. Donc quand on en a besoin, il faut être content qu'elle soit là, et quand on aimerait mieux qu'elle ne pose pas ces questions gênantes, tant pis, il faut faire avec. Voilà. Mais l'organisation, elle est d'une certaine façon un peu indivisible dans sa façon d'aborder les problématiques, cette façon toujours critique, intelligente et constructive pour pouvoir rechercher les solutions les mieux adaptées. Nous avions travaillé beaucoup sur ce programme Ivoire Clair pour justement essayer d'y voir clair un peu sur ces questions économiques. Ce qui va m'amener à toucher, en 2 mots, je vais faire très rapidement, tu parles de la question de la décroissance. Tu l'as porté. Nous, on considère que le sujet, ce n'est pas forcément celui-là. Ce n'est pas forcément celui-là. La question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la croissance et qu'est-ce qu'il y a dedans. Si c'est la croissance des dividendes pour les actionnaires, effectivement, ça se discute. Je vous fais observer au passage, puisque j'ai parlé tout à l'heure de l'impact de la masse salariale versus le PIB qui ne fait que baisser. Il y a, là encore, c'est disponible sur Internet, ce sont les statistiques de la Banque de France. Depuis 1997, la part de la valeur ajoutée qui est reversée aux actionnaires est passée de 6% à 18%. Croissance continue, multipliée par 3, tous les ans, à travers les impôts, les salariés ne font que baisser. Voilà une petite idée de ce qu'a été la croissance depuis 25 ans dans l'activité économique des entreprises françaises, sujet sur lequel on pourrait effectivement un petit peu se pencher. Mais il nous semble, et je vais terminer là-dessus, que ce qui serait peut-être intéressant et pour le coup particulièrement motivant dans des entreprises comme les vôtres, qui sont confrontés à la problématique du recrutement, de l'attractivité vis-à-vis des plus jeunes, vis-à-vis de ceux qui vont interroger la raison d'être de la société, le moyen d'y développer une carrière et en même temps d'y être utile pour l'ensemble de la société. On le sait, c'est ce qui caractérise beaucoup cette génération qui monte et qui vient et qui pose un certain nombre de questions. Il ne s'agit pas simplement de faire carrière, il s'agit surtout de savoir quelle carrière on va faire et quelle utilité cette carrière aura pour l'ensemble du collectif. Et moi, je trouve que c'est plutôt positif d'une certaine façon. Ça pousse à une forme de remise en question qui va peut-être réorienter un peu notre vision de l'entreprise. La vision sur laquelle, aujourd'hui, l'entreprise est basée est peut-être une vision un peu simplifiée, peut-être pourquoi pas un peu vulgaire. C'est finalement le bilan financier, des chiffres. Chiffre d'affaires, coût, résultat, EBITDA, bénéfice. Effectivement, dans ces circonstances-là, on peut s'interroger et se poser la question de savoir où est-ce que la croissance sans fin nous mène. Mais il y a d'autres façons d'évaluer l'impact d'une entreprise. Et c'est un sujet sur lequel notre organisation, de plus en plus, se développe et réfléchit. L'impasse
de la stratégie par la réduction des coûts. J'y reviens pas, vous êtes au fait de tous les sujets, quelle que soit la réunion de section à laquelle je vais participer, je vais poser le sujet en disant mais où est-ce qu'on nous emmène avec ce discours sur la réduction des coûts? Je le disais sur le ton de la blague, moi je suis un ancien maintenant, et quand j'ai commencé ma carrière, il y a plus de 30 ans, je me faisais engueuler par mon patron si je n'avais pas dépensé assez d'argent. Oui, c'est vrai, ce monde-là, il a existé. Il a existé un monde dans lequel, quand on n'avait pas suffisamment investi pour son entreprise, on se faisait engueuler par son patron. Bah, effectivement, le monde, il a changé. Et la question se pose de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer la gouvernance de l'entreprise, comment on pourrait réorienter les objectifs de l'entreprise, sa stratégie, la façon dont elle valorise ses produits, de façon à ce qu'il y ait des indicateurs de croissance qui soient petit à petit décorrélés de ce que sont les indicateurs comptables et financiers qui caractérisent l'entreprise. Le voilà peut-être le grand projet sur lequel il faut avancer pour pouvoir continuer à considérer que ça peut être un objectif dans un monde en croissance, mais que cette croissance-là soit une croissance qui génère du positif pour la solidarité intercatégorielle, pour l'impact de nos entreprises sur l'ensemble de leur environnement et aussi pour, bien sûr, les salariés qui la font fonctionner. Voilà les grands enjeux de notre organisation. On est confronté à des problématiques qui sont complexes et nous sommes particulièrement bien amenés pour les affronter. Parce que vous tous ici, notre organisation, que vous faites vivre à travers votre militantisme, à travers votre adhésion, eh bien, vous représentez justement cette société qui, au travail, prend ses responsabilités, s'investit, souhaite progresser pour soi, est exigeant pour l'avenir, pour l'impact de son travail dans le résultat collectif de l'entreprise. Et pour que notre organisation pèse dans les débats, il faut qu'elle soit forte. Si elle est forte, elle est respectée. Plus on est respecté, plus on est libre, plus on est indépendant de dire les choses telles qu'on le pense, telles qu'elles sont liées avec la réalité du terrain, avec la réalité de nos vies, de ce qu'on vit au quotidien. Et donc, je finirai comme j'ai commencé. C'est un immense plaisir pour moi d'être dans la plus grande section de la CFE-CGC, parce que si cette section existe, nous sommes plus forts, et grâce à vous, nous sommes plus respectés et nous sommes plus libres. Je vous remercie. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui, très bien. Merci beaucoup, François, pour ton intervention.